Contrôle. J'ai encore une question, docteur, dit Malcolm en s'adressant au généticien, tandis que le petit groupe repartait vers la salle de contrôle. Combien d'espèces avez-vous réussi à créer jusqu'à présent? Ah, je ne puis répondre avec exactitude, mais je crois que nous en sommes à 15. 15 espèces. Le savez-vous, Ed? Oui, c'est bien ça, 15. Acquiesça Régis avec un hochement de tête. Vous ne pouvez pas me répondre avec exactitude? Lança Malcolm en feignant l'étonnement. J'ai cessé de compter, fit Henri Wu avec un petit sourire, quand nous avons atteint la première douzaine. Vous savez, il nous arrive de croire que nous avons correctement fabriqué un animal, pour ce qui concerne l'ADN qui est la base de notre travail, puis au bout de 6 mois, nous constatons quelque chose de fâcheux, où nous comprenons qu'il y a une erreur, l'altération d'un gène ou bien une hormone qui n'est pas sécrétée, ou un autre problème survenu dans le processus du développement. Il nous faut donc, si j'ose dire, repartir de zéro avec cet animal. Je pense qu'à une certaine époque, j'ai eu plus de 20 espèces, mais aujourd'hui, il n'en reste que 15. L'une de ces 15 espèces, interrogea Malcolm, est-elle comment dites-vous déjà fit-il en se tournant vers Grant. Procompsognathus. Avez-vous fabriqué des Procompsognathus poursuivit le mathématicien. Bien sûr, répondit Wu sans hésiter. Les compis sont des animaux très caractéristiques, et nous avons fabriqué un nombre exceptionnellement élevé. Et pour quelle raison? Eh bien, parce que nous souhaitons que l'habitat du parc soit aussi authentique que possible. Et les compis étaient en quelque sorte les chacals du Jurassique. Nous tenions donc à en avoir beaucoup pour faire le ménage. Vous voulez dire pour nettoyer les carcasses? Oui, répondit Wu, quand il y en a. Mais il est évident qu'avec une population totale d'environ 230 animaux, il n'y a pas beaucoup de carcasses. Ce n'était pourtant pas notre objectif premier. En fait, nous tenions à en avoir pour une autre sorte de nettoyage. À savoir? Eh bien, expliqua Wu, il se trouve que nous avons sur cette île des herbivores de très grande taille. Nous sommes efforcés de ne pas fabriquer les plus grands sauropodes, mais il y a quand même dans le parc plusieurs animaux pesant plus de 30 tonnes, et un certain nombre dont le poids est compris entre 5 et 10 tonnes. Cela pose deux problèmes distincts. D'une part, comment les nourrir? Nous sommes obligés d'importer 2 fois par mois de la nourriture, car l'île est trop petite pour subvenir longtemps aux besoins d'animaux de cette taille. Le second problème est celui des excréments. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des déjections d'éléphants, mais c'est imposant. On dirait des ballons de football. Imaginez maintenant ce que peuvent être les excréments d'un brontosaure, un animal 10 fois plus gros, et la masse que représentent ceux d'un troupeau de ces animaux. Or, les plus gros de ces herbivores qui ne digèrent pas très bien leur nourriture ont des déjections très abondantes. De plus, il semble qu'au cours des 60 millions d'années qui se sont écoulées depuis la disparition des dinosaures, les bactéries qui se chargeaient de désagréger leurs excréments ont elles aussi disparu. Quoi qu'il en soit, les déjections des sauropodes ne se décomposent pas facilement. C'est un problème, dit Malcolm. Je ne plaisante pas, répliqua Wu, dont le sourire s'était effacé. Nous nous sommes donné beaucoup de mal pour tenter de le résoudre. Vous savez peut-être qu'il existe en Afrique un scarabée coprophage qui se nourrit exclusivement des excréments des éléphants. De nombreuses espèces de grande taille se font accompagner d'animaux qui ont évolué pour continuer à manger leurs déjections. Eh bien, il se trouve que les compis mangent les excréments des gros herbivores et les redigèrent. Et ceux des compis sont facilement décomposés par des bactéries contemporaines. À condition de disposer des compis en nombre suffisant, notre problème était résolu. Combien en avez-vous fabriqué? Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je pense que la population que nous cherchions à atteindre était de l'ordre de 50 individus. Nous avons réussi, ou presque, en 3 lots successifs, un tous les 6 mois, jusqu'à ce que nous arrivions au chiffre voulu. 50, dit pensivement Malcolm. Cela fait beaucoup d'animaux à surveiller. La salle de contrôle est précisément faite pour cela. Nous vous montrerons de quels moyens nous disposons. Je ne mets pas en doute la qualité de votre équipement, insista Malcolm. Mais imaginons que l'un de ces complices réussisse à s'échapper et à s'enfuir de l'île. Oh, ils ne peuvent pas s'échapper. Je sais, mais imaginons simplement que cela se produise. Vous pensez peut-être à l'animal découvert sur la plage, fit-vous en haussant les sourcils, celui qui a mordu la petite américaine. Oui, par exemple. J'ignore quelle explication on peut donner à la présence de cet animal à cet endroit, mais je sais qu'il est impossible que ce soit l'un des nôtres, et ce pour deux raisons.
D'abord, les méthodes de contrôle. Le compte des animaux est effectué toutes les 5 minutes par ordinateur, et si l'un d'eux venait à manquer, nous le saurions immédiatement. Et la seconde raison? Le continent se trouve à plus de 160 km, répondit Wu. Il faut presque une journée de bateau pour l'atteindre, et si jamais un animal s'échappait de l'île, il mourrait en moins de 12 heures. Comment le savez-vous? Parce que je me suis assuré que cela se produirait, répondit Wu d'une voix qui trahissait enfin une légère irritation. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Nous avons conscience qu'il s'agit d'animaux préhistoriques appartenant à un milieu vivant disparu depuis des millions d'années. Peut-être n'aurait-il pas de prédateurs dans le monde d'aujourd'hui. Peut-être serait-il impossible de les empêcher de se multiplier. Comme nous ne voulons pas qu'ils survivent en liberté, je les ai rendus dépendants à la lysine. J'ai entendu un gène qui produit une enzyme perturbatrice dans le métabolisme prodytique. En conséquence, les animaux ne fabriquent plus la lysine, un acide aminé. Elle doit provenir de l'extérieur de leur organisme. S'ils ne disposent pas d'une abondante source exogène de lysine, que nous leur fournissons sous forme de pastilles, ils entrent dans le coma en 12 heures et en meurent. Ces animaux sont génétiquement conçus pour être incapables de survivre dans le monde réel. Ils ne peuvent vivre que dans le parc jurassique. Ils ne sont pas libres, tant s'en faut. Nous les retenons prisonniers. Et voici la salle de contrôle, annonça Ed Régis. Maintenant que vous savez comment les animaux sont fabriqués, vous devez avoir envie de voir la salle de contrôle du parc avant de commencer la visite. Il s'interrompit brusquement. La pièce qu'il voyait à travers l'épaisse paroi de verre était plongée dans l'obscurité. Tous les écrans étaient éteints, sauf 3, qui montraient une rapide succession de chiffres et un gros bateau. Que se passe-t-il demanda Régis. Zut, il arrive à quai. Qu'est-ce qui arrive à quai? Tous les 15 jours, le bateau de ravitaillement vient du continent. L'une des choses qui manque dans cette île, c'est un bon port et même un bassin correct. Quand la mer est agitée, il n'est pas facile de faire entrer le navire et cela peut prendre un certain temps. Il frappa sur le panneau de verre, mais il n'eut aucune réaction des hommes qui se trouvaient à l'intérieur. Ah, je suppose qu'il va falloir attendre, soupira-t-il. Vous avez dit tout à l'heure, fit Ellie en se tournant vers le docteur Wu, qu'il vous arrivait de fabriquer un animal qui vous paraissait satisfaisant, mais qui en grandissant se révélait défectueux? En effet, mais je ne pense pas qu'il soit possible d'éviter cela. Nous réussissons à polycopier l'ADN, mais certaines opérations du développement se font à des moments très précis et nous ne pouvons pas savoir si tout se passe comme prévu avant de voir l'animal se développer correctement. Et comment savez-vous qu'il se développe correctement? Demanda Grant. Personne n'a jamais vu ces animaux avant vous. Ah, c'est une question que je me suis souvent posée, répondit Wu avec un petit sourire. Et je suppose qu'il y a en effet une sorte de paradoxe. Et j'espère qu'un jour des paléontologistes aussi éclairés que vous-même seront en mesure de comparer nos animaux avec le matériel fossile afin de vérifier les différentes phases du développement. Mais l'animal que nous venons de voir, reprit Ellie, le vélociraptor, vous avez dit qu'il était de l'espèce Mongoliensis? C'est d'après la provenance de l'ambre, répondit Wu. Elle vient de Chine. Intéressant, fit Grant. J'étais justement en train de mettre à jour un Antiropus. Avez-vous des vélociraptors adultes? Oui, répondit Ed Régis sans hésitation. Il y a 8 femelles adultes. Ce sont les femelles qui chassent. Et comme vous le savez, elles chassent en groupe. Les verrons-nous pendant la visite? Non, répondit-vous, l'air gêné. Il y eut un silence embarrassé tandis qu'il échangeait un regard furtif avec Ed Régis. Il faut attendre un peu, répondit Régis avec une feinte jovialité. Les vélociraptors n'ont pas encore été intégrés à la faune du parc et nous les gardons dans un enclos. Pourrais-je aller les voir demanda Grant. Mais bien sûr, dit Régis. En fait, poursuivit-il, au lieu d'attendre ici, vous pourriez aller jeter un coup d'œil tout de suite. Ah, ce serait avec grand plaisir, dit Grant. Absolument, ajouta Ellie. Je veux y aller aussi, lança Tim. Alors, il vous suffit de faire le tour du bâtiment et vous verrez l'enclos derrière le bâtiment de maintenance. Mais ne vous approchez pas trop de la clôture. Tu veux les accompagner ajouta-t-il à l'adresse de la fillette. Non, répondit Lex en plongeant les yeux dans ceux d'Ed Régis, comme pour le jauger. Tu veux pas qu'on se lance quelques balles? Bonne idée, répondit-il.
Nous pourrons descendre tous les deux et jouer un peu en attendant que la salle de contrôle soit ouverte. Accompagné d'Ellie et de Malcolm, Grant longea l'arrière du bâtiment tandis que Tim le suivait à quelques mètres. Alan aimait les enfants. Comment aurait-il pu ne pas aimer ceux qui manifestaient un tel enthousiasme devant les dinosaures? Il aimait les regarder dans les musées, bouche bée, devant les gigantesques squelettes qui les dominaient de leur taille énorme. Il s'était interrogé sur la signification profonde de cette fascination et avait conclu que les enfants aimaient les dinosaures parce que les géants disparus personnifiaient les forces de l'autorité devant lesquelles ils étaient impuissants. Les dinosaures représentaient symboliquement les parents. Ils étaient à la fois fascinants et effrayants, comme les parents. Et les enfants les aimaient comme ils aimaient leurs parents. Grant soupçonnait également que c'était pour cette raison que des enfants, même très jeunes, étaient capables de retenir les noms des dinosaures. Il était stupéfait chaque fois qu'il entendait un gamin de 3 ans lancer d'une voix aiguë Stégosaure. Réussir à prononcer ces noms difficiles était une manière d'exercer un pouvoir sur les géants, de maîtriser les choses. Que sais-tu sur Vélociraptor demanda Grant à Tim qui venait d'arriver à sa hauteur. C'est un petit carnivore qui chassait en bande, comme le Deinonychus, répondit Tim. Exact, fit Grant. Deinonychus est maintenant identifié comme étant de la famille des vélociraptors. Même s'il n'a pas été prouvé qu'il chassait en bande, on le suppose, en partie à cause de l'aspect de l'animal, rapide et puissant, mais petit pour un dinosaure, puisqu'il ne pesait que 70 à 130 kilos. Nous présumons donc qu'il chassait en groupe pour tuer des proies plus grosses qu'eux. Tu sais que nous avons découvert des fossiles où le squelette d'une proie de grande taille était entouré d'ossements de plusieurs vélociraptors. Il faut aussi savoir qu'ils avaient un cerveau développé et qu'ils étaient plus intelligents que la plupart des dinosaures. Très intelligents demanda Tim. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. De même que la plupart des paléontologistes ont accepté l'idée que les dinosaures étaient probablement des animaux à sang chaud, nous sommes nombreux à penser qu'ils étaient doués d'une assez grande intelligence. Mais personne ne peut en être sûr. Ils s'éloignèrent du centre des visiteurs et perçurent très rapidement le bourdonnement d'un générateur et une légère odeur d'essence. Après avoir longé un bouquet de palmiers, ils découvrirent une grande construction basse au toit métallique d'où semblait provenir le bruit. Ça doit être un générateur, fit Ellie. C'est très grand, fit Grant en regardant à l'intérieur. Le bâtiment abritant l'installation électrique, des turbines au sifflement strident et un gigantesque réseau de câbles et de canalisation éclairés par des ampoules nues s'étendait sur 2 niveaux sous la surface du sol. Ils n'ont pas besoin de tout cela pour le parc, fit remarquer Malcolm. Il y a là de quoi assurer l'alimentation électrique d'une petite ville. Peut-être est-ce pour les ordinateurs. Grant entendit des bêlements. Il fit quelques mètres vers le nord et découvrit un enclos enfermant des chèvres. Il évalua rapidement le nombre des animaux à 50 ou 60. À quoi sert-elle demanda Ellie. Je n'en sais rien. Probablement à nourrir les dinosaures, dit Malcolm. Le petit groupe se remit en marche en suivant un chemin de terre qui traversait un bouquet touffu de bambous. De l'autre côté, ils débouchèrent devant une double clôture à mailles métalliques, haute de 3,50 m et surmontée de rouleaux de fil barbelés. Ils perçurent un léger bourdonnement électrique le long de la clôture. Derrière le double réseau de mailles métalliques, Grant vit des groupes serrés de fougères s'élevant presque à hauteur d'homme. Il entendit une sorte de grognement nasillard, puis le crissement de pas qui se rapprochaient. Il y eut ensuite un long silence. Je ne vois rien, murmura enfin Tim. Chut. Ils attendirent. Quelques secondes s'écoulaient, des mouches bourdonnaient autour d'eux. Grant ne voyait toujours rien. Ellie lui donna une tape sur l'épaule et montra quelque chose du doigt. Au milieu des fougères, Grant vit la tête d'un animal. Il était immobile, partiellement caché par les frondes. Ses grands yeux noirs et froids étaient fixés sur les intrus. La tête de l'animal mesurait une 60aine de centimètres. Partant du museau allongé, une longue rangée de dents courait jusqu'à l'orifice du méa auditif qui lui servait d'oreille. La tête évoquait celle d'un lézard de grande taille ou encore d'un crocodile. Les yeux ne sciaient pas
et l'animal demeurait rigoureusement immobile. Sa peau était épaisse, d'aspect granuleuse, d'une coloration très voisine de celle du bébé qu'ils avaient vu, jaune roux, avec des marques plus sombres tirant sur le rouge, qui rappelaient les bandes de la robe du tigre. Grant, qui ne le quittait pas des yeux, vit un bras s'élever lentement pour écarter les frondes qui se trouvaient devant la tête. Grant remarqua que le membre était très musclé et que la main à 3 doigts était armée de griffes. Lentement, délicatement, la main écarta les frondes. Nous sommes le gibier, songea Grant en frissonnant. Pour un mammifère tel que l'homme, il y avait dans la manière dont les reptiles traquaient leur proie quelque chose de presque incompréhensible. Rien d'étonnant à ce que l'homme déteste les reptiles. L'immobilité, l'impassibilité, le rythme, tout était tellement différent. Au milieu d'alligators ou autres grands reptiles, l'homme se trouvait plongé dans une vie différente, un univers différent qui avait disparu de la surface de la Terre. Bien sûr, cet animal ne se rendait pas compte qu'il avait été repéré et qu'il... L'attaque fut foudroyante, lancée de droite et de gauche. Les deux raptors couvrirent les 10 mètres les séparant de la clôture à une vitesse stupéfiante. Grant eut une impression floue de corps vigoureux, de queue puissante et de membres aux griffes recourbées, de mâchoires ouvertes découvrant des rangées de dents acérées. Les animaux chargèrent en grondant, puis ils bondirent en prenant appui sur leurs longues jambes terminées par d'énormes griffes. Ils heurtèrent la clôture électrique en projetant simultanément en l'air 2 gerbes d'étincelles. Les vélociraptors retombèrent sur le sol avec des sifflements furieux. Les visiteurs s'avancèrent fascinés. C'est le moment que choisit le 3e vélociraptor pour attaquer en bondissant si haut qu'il toucha la clôture à hauteur de sa poitrine. Tim poussa un hurlement terrifié en voyant des gerbes d'étincelles s'élever tout autour de lui. Les 3 prédateurs reculèrent en émettant le sifflement de reptiles et s'enfoncèrent dans les fougères. En quelques secondes, ils eurent disparu, ne laissant derrière eux qu'une légère odeur de pourriture et une fumée âcre. Merde alors s'écria Tim. Tout s'est passé si vite, souffla Ellie. Ils chassent en groupe, dit Grant en secouant la tête, et l'instinct les pousse à s'embusquer pour attaquer. Fascinant. Je les trouve pas extrêmement intelligents, glissa Malcolm. Ils entendirent des grognements dans les palmiers de l'autre côté de la clôture, et plusieurs têtes sortirent lentement du feuillage. Grant en compta 3, 4, 5. Les vélociraptors les regardaient fixement. Un noir en combinaison de travail accourut vers eux. Tout va bien demanda-t-il. Pas de problème, répondit Grant. Les alarmes étaient coupées, dit le noir en regardant la clôture bossuée et noircie. Ils vous ont attaqué? Oui, ils étaient 3. Ah, ils font tout le temps ça, poursuivait le noir en hochant la tête. Ils sautent sur la clôture et reçoivent une décharge électrique, mais ça ne les empêche pas de recommencer. Pas très futé, hein, fit Malcolm. Le noir ne répondit pas tout de suite. Les yeux plissés, il considéra Malcolm en silence. Heureusement pour vous qu'il y avait cette clôture, Seigneur, dit-il avant de tourner les talons. En tout, l'attaque n'avait pas duré plus de 6 secondes, et Grant essaya encore de mettre de l'ordre dans ses idées. Il avait surtout été impressionné par la vitesse stupéfiante des vélociraptors. Les dinosaures s'étaient déplacés si vite qu'il les avait vus à peine bouger. Ils sont étonnamment rapides, dit Malcolm en s'approchant de lui. Oui, fit Grant, beaucoup plus que n'importe quel reptile vivant. Un alligator mâle est capable de se déplacer très rapidement, mais seulement sur une courte distance, pas plus de 2 mètres. De gros lézards, comme le varan géant de Komodo en Indonésie, qui atteint 1,50 m de long, ont été chronométrés à près de 50 km/h, assez vite pour renverser un homme, et ils tuent des êtres humains. Mais à mon avis, les animaux que nous avons vus derrière ces clôtures couraient au moins 2 fois plus vite. À la vitesse du guépard, dit Malcolm, plus de 100 km/h. Exactement. Mais j'ai plutôt eu l'impression qu'ils fondaient sur nous, poursuivit Malcolm, un peu comme les oiseaux. En effet. Parmi les animaux contemporains, seuls de tout petits mammifères comme la mangouste avaient un temps de réaction aussi rapide. Des petits mammifères et bien entendu des oiseaux. Le secrétaire d'Afrique, un chasseur de serpents, ou bien le casoar. En fait, par sa rapidité et son aspect terrifiant,
Le vélociraptor avait fait sur Grant une impression aussi forte que le casoar, ce grand oiseau coureur de Nouvelle-Guinée, voisin de l'autruche, aux pattes armées de griffes. On peut donc dire que les vélociraptors ressemblent à des reptiles, reprit Malcolm, qu'ils ont la peau et l'aspect général des reptiles, mais qu'ils se déplacent comme des oiseaux, dont ils ont la rapidité et l'intelligence du prédateur. C'est à peu près ça, non? En effet, acquiesça Grant, je dirais qu'ils représentent un mélange de traits. Est-ce que cela vous étonne? Pas vraiment, répondit Grant. En réalité, cela rejoint ce que les paléontologistes croyaient il y a bien longtemps. Quand les premiers ossements géants furent exhumés dans les années 1820-1830, les scientifiques se sentirent obligés d'expliquer qu'ils provenaient de quelques variantes d'une espèce existante. On tenait en effet pour acquis à l'époque qu'aucune espèce ne pouvait disparaître complètement, car Dieu n'aurait jamais laissé mourir une de ses créatures. Il devint évident à la longue que cette conception était erronée et que les os appartenaient à des animaux d'espèces éteintes. Mais quel genre d'animaux? En 1842, Richard Owen, le plus grand anatomiste anglais de l'époque, les baptisa Dinosauria, c'est-à-dire terribles lézards. Owen établit que les dinosaures réunissaient des caractéristiques des lézards, des crocodiles et des oiseaux. Les hanches, en particulier, étaient des hanches d'oiseaux et non de lézards, et contrairement aux lézards, un grand nombre de dinosaures semblaient se tenir debout. Owen imagina qu'il s'agissait d'animaux actifs, aux mouvements vifs, et ces vues ne furent pas mises en doute pendant 4 décennies. Mais, quand des ossements véritablement gigantesques furent mis au jour, ceux d'animaux pesant de leur vivant une centaine de tonnes, les scientifiques commencèrent à considérer les dinosaures comme des géants au mouvement et à l'esprit lent, voués à disparaître de la surface du globe. L'image du lourd reptile indolent commença progressivement à l'emporter sur celle de l'oiseau plein de vivacité. Depuis quelques années, certains spécialistes, au nombre duquel se trouvait Grant, faisaient machine arrière et reconnaissaient une plus grande vivacité aux dinosaures. Les collègues de Grant considéraient comme très avancée la conception qu'il avait de leur comportement. Et pourtant, après avoir vu à l'œuvre ces chasseurs d'une incroyable vélocité, il lui fallait maintenant reconnaître qu'il était bien loin de la réalité. En fait, reprit Malcolm, la question que je voulais vous poser est celle-ci. Êtes-vous convaincu par ce que vous avez vu? Est-ce que ce sont de vrais dinosaures? Je répondrai oui, dit Grant. Et la coordination de leur attaque? Ah, cela n'a rien d'étonnant. D'après les ossements fossilisés, des bandes de vélociraptors étaient capables de tuer un animal pesant une demi-tonne, comme un Tenontosaurus, qui courait aussi vite qu'un cheval. À l'évidence, la coordination était indispensable pour y parvenir. Comment font-ils cela sans langage? Un langage n'est pas nécessaire pour chasser en groupe, glissa Ellie. Les chimpanzés chassent toujours de cette manière. Ils traquent un singe en bande et ils le tuent. Ils communiquent uniquement par le regard. Diriez-vous que ces dinosaures nous ont réellement attaqués? Assurément. Et s'ils en avaient la possibilité, ils nous tueraient et nous dévoreraient, insista Malcolm. Oui, je le pense. Si je pose cette question, poursuivit le mathématicien, c'est parce qu'il paraît que de grands prédateurs tels que le lion ou le tigre ne sont pas naturellement des mangeurs d'hommes. Ces animaux doivent apprendre à un moment ou à un autre que les humains sont faciles à tuer, et ce n'est qu'à la longue qu'ils prennent goût à la chair humaine. Oui, fit Grant, je crois que c'est vrai. Dans ce cas, ces dinosaures devraient être encore plus circonspects que les grands félins. À l'époque où ils vivaient, les humains n'existaient pas encore, et il n'y avait pas d'autres mammifères de grande taille. Voilà pourquoi je me demande si, à un moment ou à un autre, ils n'ont pas appris que l'être humain était facile à tuer. Le petit groupe continua d'avancer en silence. Quoi qu'il en soit, reprit Malcolm au bout d'un moment, je suis maintenant très curieux de voir la salle de contrôle.